Marché action. Et si le combo gagnant, soft landing, désinflation, devenait réalité? Chers amis, point fondamental complet. Alors que cette semaine est mise à jour l'inflation aux États-Unis, indice boursier américain, complaisance haussière versus des divergences techniques baissières, point complet sur les indices US. N'oublions pas les indices boursiers européens en surperformance depuis le début de l'année. N'oublions pas la remontada depuis quelques semaines du marché action chinois. Que faut-il en penser, techniquement, fondamentalement? Et méfiez-vous du Nikkei. Méfiez-vous du Nikkei avec le rebond du yen et le SMI suisse qui enfin fait quelque chose avec la légère dépréciation du CHF sur le marché d'échange. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Top Gun. Dans à nouveau ce décor, ma foi pas rangé, mais voilà, j'alterne entre l'ancien setup et ce nouveau setup en espérant, par cette variété, vous apporter une diversité de formes et ainsi vous plaire. Bon, mais restons axés sur le fond. La semaine dernière, M. Powell, alors déjà on va parler des indices boursiers, ok, très bien, des principales actions, des gros indices boursiers américains, européens, chinois, japonais, bon, surtout américains, mais je vais aussi parler du SMI suisse. Bon, la semaine dernière, vous savez, cette inertie haussière depuis octobre dernier, cette complaisance haussière, elle se relance, elle n'a cessé de se relancer. Elle se relancera jusqu'à ce qu'un signal technique de prise de profit soit donné, qui consistera simplement en une cassure de support. Nous allons tout reprendre tranquillement plus tard dans la vidéo. Comme d'habitude, je vais commencer par une partie fondamentale. Je me réinstalle sur mon ballon, pardonnez-moi. Oui, je suis assis sur un ballon de kiné, et figurez-vous que pour le dos, c'est mouse costaud. Bon. Désinflation, soft landing. Voilà, vous avez la raison des performances de Nvidia qui s'est approché des $1000. Tout repose sur ça. À savoir, une désinflation, c'est-à-dire la poursuite de la baisse des taux d'inflation qui tendent vers 2%. Attention ce mardi, mise à jour de l'inflation CPI. Rappelez-vous, les derniers chiffres étaient supérieurs aux attentes, notamment l'inflation mensuelle du CPI. Et on s'inquiète d'une seconde vague d'inflation, alors que l'indice des prix PCE, celui qui est privilégié par la Fed, lui, n'est pas inquiétant. Bon, mais tout de même, il va falloir le suivre. Et puis l'explosion du coût du fret maritime, le Baltic Dry Index. Il y a des éléments comme ça de tension et le prix des services aussi. Je vais en dire un mot. Mais en gros, cette tendance sociale, elle n'existe que parce que le marché pense que l'utopie ou le rêve prémonitoire pour certains, qui associe soft landing, c'est-à-dire un ralentissement économique, mais qui est suffisamment modéré pour autoriser la croissance des profits des entreprises, et en même temps une inflation qui revient au monde d'avant, si cela devait être possible. Et grâce à ça, les perspectives de profit sont toujours haussières, et donc le marché action l'est aussi. Mais même dans un marché comme ça, attention, lorsqu'on atteint une complaisance technique surétendue à la hausse, viendra une phase de prise de profit, qui sera indiquée par un signal technique. Voilà, donc on va parler de tout ça, donc on va pas s'ennuyer, chers amis. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc oui, alors, si le rêve soft landing des inflations devenait réalité, bon, soft landing des inflations, rêve prémonitoire pour d'autres, utopie encore pour d'autres, verrons bien. Le plan s'affiche sous vos yeux, alors je vous laisse le lire tranquillement. En gros, je vais commencer comme d'habitude par une partie fondamentale, en revenant essentiellement sur les temps forts fondamentaux de la semaine passée. Oui, quand même. Nous avons eu la semaine passée, rappelez-vous, toutes les statistiques américaines du marché du travail. Nous avons eu la semaine passée le rapport NFP. Et vous avez suivi comme moi, vendredi dernier, ce rapport NFP qui est tombé et qui nous dit beaucoup de choses sur l'état du marché du travail américain. Bon. Le PMI des services, beaucoup de... Et donc, nous en revenons, finalement, vous savez, la semaine dernière, l'ami Popo, Jérôme, pour les intimes, Jérôme Powell, le patron de la Fed, s'est exprimé devant le Congrès des États-Unis, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. Lui, à la différence de Mme Lagarde de la BCE, il dit, oui,
il y aura un rate cut. Il y aura dans l'année un rate cut. Il y a des représentants américains qui l'ont tensé. Mais il est urgent de baisser les taux. Vous mettez en risque la croissance. Mais Powell répondit que oui, les taux vont être baissés cette année. Mais il faut d'abord avoir une confiance élevée en la conviction que l'inflation, qui a des courbes baissières, aura encore une pente baissière pour atteindre 2% en version sous-jacente. Et attention, le PCE c'est bien, il y a aussi le CPI et le PCI. Le CPI sous-jacent est à 3,9 et il est mis à jour ce mardi. C'est le temps fort. Cette semaine, on ne va pas s'ennuyer puisque dès mardi, on a le temps fort. Alors que la semaine dernière, c'était le NFP et c'était vendredi. C'était chiant d'attendre. Bon, donc le plan est sous vos yeux. Voilà, on fait ça. Et comme d'hab, on fait une grosse partie technique. J'oublie pas les taux d'intérêt qui semblent valider mon scénario technique. Les indices européens, je mettrais de l'Eurostock 50. C'est pareil que le CAC et le DAX. Je mettrais le SMI. Les indices chinois, Shenzhen, Shanghai, le Nikkei pour le Japon. Et here we go. Donc vous avez une belle photo de Chicago sur la droite, pour ceux qui ont reconnu ou qui se posaient la question. Le combo gagnant du marché action, soft landing des inflations, est-il menacé? Alors, autant vous dire que s'il devait être menacé, ça sentirait pas bon, car c'est sur quoi se forge la tendance du marché action. Lisez, s'il vous plaît, avec moi, et ensuite nous regarderons des petites illustrations que j'ai prévues ci et là. Alors, lisons ensemble. Donc, retenons que le cadre retenons des chiffres de la semaine dernière, que le marché action américain, que le marché du travail américain, même s'il ralentit, reste résilient. Voilà, il reste résilient. Il n'y a pas d'explosion du taux de chômage, même s'il y a de moins en moins de création d'emplois. On reste au-dessus du niveau d'avant la crise sanitaire. Le secteur des services aux États-Unis. Alors, le secteur des services aux États-Unis, selon l'ISM, c'était un temps fort de la semaine dernière, se maintient au-dessus des 50. Nous ne sommes pas dans les cas de figure des récessions de ce siècle. La crise sanitaire, la crise financière, la crise de la bulle Internet au début du siècle. Mais le baromètre ultime, le cadre macroéconomique, pourquoi c'est important un cadre macroéconomique, et vous pouvez lire ce qui est à gauche. Puis attendez, je vous dis quelque chose d'abord. Pourquoi c'est important? Le cadre macroéconomique prospectif. Me direz-vous, c'est quoi le rapport? On s'en fout du marché du travail. Mais non, on ne s'en fiche pas. C'est le baromètre de l'état réel de l'économie. Quand une entreprise va bien, quand une entreprise va mal, va très mal, quand elle a la certitude qu'elle aura moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices, etc. C'est quoi le réflexe? Chut. Hop, convocation, employé, t'es viré, t'es viré, t'es viré. Lorsque l'entreprise fait ça, alors qu'elle a des difficultés à recruter, c'est dur de recruter un bon salarié. Si elle en arrive à s'en séparer, c'est soit que c'est un mouton noir, soit c'est qu'elle n'a plus le choix financièrement. Et c'est ça, le baromètre ultime de l'économie. C'est pourquoi la hausse du taux de chômage, combien même, il y a des, vous le savez, vous me suivez depuis des mois, de multiples indicateurs avancés annonçaient la récession. Mais elle n'est pas arrivée aux States. Le marché du travail, lui, il n'a jamais annoncé la récession. Prenez l'Allemagne qui est en récession en 2023. Regardez le taux de chômage de l'Allemagne. Il est remonté comme pendant la crise sanitaire. Donc c'est le baromètre ultime. Et donc en l'état, à ceux qui se posent la question de savoir, c'est quoi ce délire avec le marché action américain? C'est pas possible, ça monte trop, ça va forcément se prendre une correction, un retracement, ce qui arrivera. Ce qui peut le déclencher, c'est ça. C'est une dégradation violente du marché du travail américain. Donc nous avons vu ensemble la semaine dernière, vous avez vu comme moi le rapport NFP de vendredi, on a bien vu de quoi il s'agissait. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce soft landing, c'est-à-dire une croissance économique qui reste suffisamment forte pour assurer la croissance des bénéfices, ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas inflationniste. Car, quand même, une grande partie du rebond du marché action depuis octobre 2023, c'est quand même la perspective de voir les banques centrales baisser leurs taux, donc pivoter, et les taux d'intérêt du marché ont déjà commencé à baisser par anticipation. Il va falloir que les banques centrales soient au rendez-vous pour ne pas venir mettre un gros coup de pied dans le derrière à toutes ces anticipations de taux d'intérêt. Et là, le marché action aurait du mal. Comprenez-moi bien, c'est majeur.
Et donc, cette semaine, vous avez la mise à jour du CPI. Alors, en quoi c'est important? Regardez s'il vous plaît en haut à droite. Vous avez ici un graphique qui est l'inflation CPI aux États-Unis. Il y a deux baromètres. En bas, vous avez le PCE en mensuel. Et là, vous avez le CPI en mensuel. Ça a stressé le marché en janvier. Ce mardi, vous avez la mise à jour des chiffres de février. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que cette hausse mensuelle de janvier, il faut que ce soit un phénomène unique, un phénomène isolé. Si vous prenez, ici je vous remets donc l'inflation CPI aux États-Unis. Actuellement, elle est à 3,9 en sous-jacent, 3,1 en nominal. Rappelez-vous, la cible, c'est que le sous-jacent, c'est-à-dire sans less food and energy, soit à 2. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'inflation des services, qui est encore à 5,4. Immobilière, alors ça, je vous ai déjà expliqué que c'était faux. Enfin, c'est vrai, mais ce sont des données en retard. Donc c'est déjà beaucoup plus bas. Donc, nous sommes à 3,9 et 3,1. Quelles sont les anticipations pour ce mardi? Qu'est-ce que le marché attend ce mardi? Il attend une baisse de l'inflation sous-jacente. Si ce n'est pas le cas, ça va remuer dans les cocotiers. Donc, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, dont je vous parle beaucoup, qui est pas mal, nous annonce que l'inflation sous-jacente va passer de 3,9 à 3,7. Elle nous annonce une stabilité de la version nominale. Ça pourquoi? Écoutez, il y a en grande partie du stress lié naturellement à la résilience des services dont je vous ai déjà parlé. Et donc, les entreprises, à la base, c'est quand même les entreprises de services, elles ne jouent pas vraiment le jeu. Elles continuent de surfer sur cette vague inflationniste. À un moment ou à un autre, voilà. Mais bon, si en face, du côté de la consommation, et on a pu voir que les dépenses de consommation personnelle des ménages US commencent à baisser, même ces entreprises de services, elles vont devoir ajuster leur prix. Mais probablement avec retard. Et je pense qu'elles essayent au max du max de profiter encore de ces tarifs. Donc ça viendra. Donc le vrai risque sur l'inflation, c'est le géopolitique, la prime de risque géopolitique, l'envolée du... Tout le monde a peur maintenant de traverser la mer Rouge. Il y a quand même pas mal de bateaux commerciaux qui se sont pris des gros missiles. C'est pas rien. Mettez-vous à la place d'un transporteur. Bon. Donc ils font tout le tour par l'Afrique, en bas de l'Afrique, par le tout sud. Ça coûte un max. Et vous avez sous les yeux le coût du fret maritime selon le Baltic Dry Index qui commence à repumper. Ici, regardez, le fret maritime s'était envolé avant que les taux d'inflation s'envolent. Oui, nous ne sommes pas non plus sur cette envolée. Mais attention, je dis attention à la géopolitique, au coût du fret maritime, sachant que par cargo, par supertanker, par tous ces gros bateaux, vous enlevez le commerce maritime, on crève tous la dalle. Enfin, j'exagère bien sûr, mais ça va être compliqué. Ce sera la fin de l'abondance. Ça remet en cause tout le système capitaliste. Même si nous sommes à l'heure de l'avion, l'essentiel des marchandises, c'est par bateau et par route. Donc, logiquement, si ce prix du fret maritime continue de s'envoler et reste durablement haut, c'est un risque de relancer l'inflation. Mais voilà, pour l'instant, nous allons rester sur les chiffres de l'inflation qui sont attendus ce mardi donc aux États-Unis. Et Trueflation est toujours optimiste. Trueflation est très optimiste sur toutes les autres composantes. Ah, c'est intéressant de noter ça. Donc voilà, écoutez, nous verrons bien. En tout cas, il s'agit du temps fort fondamental de la semaine. Alors, indice US sous la menace de divergence technique baissière à court terme, même si, overall, il y a donc cette complaisance haussière. Alors là, lisez avec moi ce qu'il y a à gauche, puisque j'ai rassemblé un certain nombre de choses, pour d'abord illustrer la complaisance haussière, pour illustrer la surextension à l'achat, la surexposition à l'achat des traders particuliers et des traders institutionnels. Mais à partir de là, en tendance haussière, ils peuvent rester longtemps. Mais nous sommes dans des zones d'alerte où le moindre signal, et comme il y a des divergences techniques, le moindre signal, la moindre séance, la moindre semaine qui donnera un jour le start, mais ça durera plusieurs séances.
Pour ça, il faut casser un support. Je vais vous montrer les niveaux techniques. Tant que ces niveaux techniques ne sont pas cassés, la tendance se relance plusieurs fois. Mais elle ne se retournera qu'une fois. C'est un de mes adages. Retenez ça, la tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une seule fois. Reste à bien identifier ce point pivot technique. Alors, il y a un certain nombre de divergences importantes, mais qui durent depuis quelques semaines déjà. Et tout d'abord, ce sont les résultats, vous pouvez lire avec moi, ce sont les résultats financiers de Nvidia, le jeudi 22 février, qui ont prolongé l'inertie haussière des indices boursiers, faisant atteindre un niveau de complaisance très élevé. Donc, voilà, vous vous souvenez tous des résultats financiers de Nvidia. Voilà, c'était alors que le marché avait commencé à corriger. Les résultats ont été publiés le 22 février. D'ailleurs, Nvidia, qui est en route vers les 1000 et qui est en plein développement de sa fameuse vague 3. Je vais tout reprendre avec vous, tous les décomptes héliotistes et l'analyse technique. Mais overall, c'est cette séance qui a permis donc ici, qui a permis au S&P 500 de redépasser ce niveau. Et donc voilà, tant que le S&P 500 ne casse pas 5066 points, si le S&P 500 casse 5066 points, c'est la fin. On rentre en correction. Et pour l'instant, il n'y a pas d'interruption de cette série de creux et de sommets ascendants. Alors, où sont ces fameuses divergences dont je parle? Il y en a un certain nombre. Tout d'abord, vous avez la complaisance institutionnelle et la complaisance des traders particuliers, qui est à son paroxysme, en tout cas sur des niveaux très élevés, pas forcément sur des records historiques. Vous avez notamment le positionnement des traders particuliers selon le sondage de l'association américaine des traders particuliers, l'AAII, qui est donc à 51,7% d'acheteurs. C'est un réservoir des acheteurs extrêmement bien rempli. Et lorsqu'un réservoir est rempli, il ne peut que se vider. Bon, donc attention à ça. Ensuite, du côté de la finance institutionnelle, je vais utiliser le rapport Commitment of Traders, de la CFTC, et notamment le positionnement sur le plus important contrat à terme du monde, qui est le contrat à terme E-mini S&P 500. Regardons ce que font les asset managers. La position nette en jaune ici, qui fait la différence entre les positions à l'achat et les positions à la vente, a rejoint son record de 2021. Regardez l'histogramme des positions short en orange, il n'a rarement été aussi bas. Donc il y a une complaisance haussière. Maintenant, il y a des signaux d'alerte. Regardez notamment, vous connaissez le VIX, l'indice de la peur. Eh bien, alors il y a une corrélation inversée, lorsque le marché monte, le VIX baisse. Bon, c'est basé sur les options d'achat et de vente des actions du S&P 500. Mais regardez ce que j'observe depuis 2-3 semaines. Alors que le S&P 500 fait des niveaux plus hauts, vous avez une divergence haussière du VIX. Cela signifie quoi? Que depuis quelques semaines, dans les nouveaux records du S&P 500, les institutionnels augmentent leur stratégie de couverture, augmentent leur exposition aux options put. En se disant, bon, la probabilité augmente, eu égard au fait que la complaisance soit à un niveau important, très élevé, que une vague de prise de profit se développe. Qu'est-ce que c'est qu'une vague de prise de profit? Prenez le S&P 500 depuis son point bas d'octobre 2022, il en a eu tout le temps. Impulsion, trading range, impulsion, correction. C'est ça. Le choix est ici. Soit un trading range, soit une correction. Et là, il y aura bientôt soit un trading range, soit un retracement. Peut-être ici. Regardez l'ancien record. Et peut-être que ça s'achètera. Bon, j'y viens. Je viens dans un instant pour on va refaire toute la partie technique plus en détail. Donc ça fait partie quand même des divergences importantes entre le VIX et le S&P 500. Vous avez aussi, regardez, je vous ai mis ça ici, en haut à droite, regardez à côté de ma petite tête, toute chauve. Vous avez le volume des puts qui est en augmentation. Bon, donc il y a une augmentation des stratégies de couverture des institutionnels. Après, vous avez sur les horizons de temps longs, regardez, je vais vous montrer ça, c'est intéressant. Si vous prenez le S&P 500, sur les horizons de temps longs, voilà, alors nous sommes surachetés, mais il n'y a pas encore... Alors nous sommes dans cette vague 3, j'y viens, je vais réactualiser l'analyse technique. Prenez le Nasdaq. Attention Nasdaq 100, il y a un début de div.
Regardez, ça fonctionnait plutôt bien les divs. Donc voilà, moi je dis qu'à un moment ou à un autre, cette vague 3 va se terminer, on va faire une 4, soit qui sera à plat, soit en correction. Donc mais pour ça, il faut donner le signal. Et je pense que le signal sera donné par un avalement baissier hebdomadaire, comme on avait eu ici, regardez, avalement baissier, ou encore là, avalement baissier. Voilà. Donc il faut attendre ce type de clôture hebdomadaire. C'est pareil sur le SP500. Prenez Nvidia. Je remonte à Nvidia. Regardez ça un peu. Le RSI hebdomadaire fait un nouveau record historique. Mais le RSI mensuel, lui, est loin de son record. C'est ça la complaisance haussière. Tout le monde a conscience. Tout le monde a conscience que c'est surétendu à la hausse. Mais en même temps, tout le monde a conscience qu'une tendance se relance plusieurs fois. Et tout le monde a conscience que la probabilité qu'elle se retourne augmente. Puisque là, les stratégies de couverture augmentent. Mais ce n'est pas pour autant que ça donne le timing d'entrer en correction. L'analyse technique sera là pour nous le dire. Une séance en particulier, voire une semaine, avec une pattern de renversement baissier. Mais il ne faut pas l'anticiper. Après, comme nous sommes sur des records historiques, moi je calcule les objectifs de cours théoriques. Je ne cesse de vous les donner en fractal. Mais comme ce sont des objectifs théoriques et qu'en fait il y en a plusieurs, ça peut s'arrêter à n'importe lequel. Mais ça donne quand même des repères pour ceux qui veulent prendre des bénéfices de manière... voilà, prendre des TP partiels dans la tendance haussière. Alors maintenant, on va regarder un peu justement l'analyse technique de tout ça. Alors, indice américain, analyse technique, tour d'horizon technique d'une complaisance haussière menacée par des divergences. Alors, où en sommes-nous un peu de tout ce schmilblick? On va reprendre le S&P 500. Alors, je vous rappelle le débat. Soit nous sommes dans une grande vague 2 qui n'est pas finie. On a fait la 1 avec la crise sanitaire. Nous sommes dans une 2. Alors, qui peut prendre, je vous rappelle les différentes formes, soit la forme d'un flat régulier, d'un expanded flat ou d'un running flat. Ça, c'est l'hypothèse la plus baissière, car ça veut dire qu'on ne serait pas loin de la baie de la 2 et qu'on va bientôt faire ça, avant de repartir. Et nous atteignons entre 1,23,6 d'extension et 1,38,2 des cibles potentielles de fin de baie de 2. Ça, c'est le scénario le plus bear. Le scénario le plus bullish, c'est ça. Donc vous rappelez-vous, hein, ici, hein, des comptes de long terme, on a fait la 1, donc on se demande si la 2 est finie là ou si elle est encore en construction. Si la 2 est finie là, c'est que nous sommes dans la grande 3, qui est la plus impulsive. Et bon, c'est vrai que ça colle un peu quand même. Et dans ce cas, la cible théorique de la 3, c'est minimum 5250. Donc dans ce cas, ça veut dire que la complaisance haussière pourrait durer. C'est quoi qui donne? Qu'est-ce qui permet de trancher? En gros, tant que le S&P 500 en hebdo tient 4800 points, l'ancien record historique, c'est ce scénario-là qui a raison, qui a le dessus. Par contre, si le marché devait réintégrer les 4800 points, violemment, cela viendrait donner énormément de crédibilité à ce scénario-là. Et donc, la 3, ce ne serait pas pour tout de suite, ce serait plus pour 2025. 2 finit ici ou 2 finit ici, that's the current question. Et cette question est la même sur Nasdaq 100. C'est partout le même topo. Maintenant, dans l'immédiat, voilà, le premier support, voilà, si le S&P 500 casse 5066, ce sera le signal d'entrée en correction. Obligations et taux américains vers la fin du rebond des taux du marché. Alors ça, j'en ai déjà parlé et je vous reconfirme brièvement mon décompte à moi. Mon décompte sur le 10 ans américain. Vous savez que je suis un acheteur d'obligations inversement corrélé au taux d'intérêt. C'est toujours le même principe fractal. Vous avez donc 5 temps de hausse, 3 temps correctifs en ABC. Pour moi, nous sommes par là, sur les taux longs US. Et pour cela, donc, intéressant de noter que la vague bear tracée 50, 61, 8. Cette semaine, ce scénario sera invalidé ou validé par justement les chiffres de l'inflation aux États-Unis attendus mardi. C'est pour ça que c'est très important de les suivre.
Et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, c'est la cassure du nuage. Comme ici, hein. Voilà, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Pour vraiment valider mon scénario, il faut briser ça. Donc c'est à suivre, mais la structure technique reste corrective. Sur ces taux. J'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, donc je ne rentre pas, je ne refais pas tout le blabla. Alors les indices européens, vous l'avez remarqué, comment ils surperforment. Donc là, je vais vous parler de l'Eurostoxx 50, ça vaut pour le DAX ICAC. Un mot sur le SMI quand même, qui s'est enfin... Voilà. Et on sait pourquoi. Alors, l'Eurostoxx 50, c'est le benchmark. C'est bullish tant qu'on est au-dessus des 4600 points. C'est l'équivalent des 4008 du S&P 500. C'est vrai que ça, c'est le scénario le plus dingue. Hein. Mais bon, techniquement parlant, ça tient la route. Là, je suis en mensuel. Maintenant, voilà, à court terme, c'est suracheté, les supports sont loin, on a compris, il n'y a pas de div en hebdo. À un moment ou à un autre, il est possible qu'il y ait un gros retour, puis un rebond. L'Eurostoxx 50 est le guide pour le DAX et le contrat futur CAC 40. Car vous avez la plupart de ces valeurs dans l'Eurostoxx 50, mais le contrat futur Eurostoxx 50, c'est le plus tradé par la finance institutionnelle européenne. Le SMI, enfin, je vous avais dit que moi je passais aussi légèrement en dépassement des 11 260, qui était l'ancien niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire. Ça fonctionne, donc je confirme. En grande partie aussi parce que le franc suisse se déprécie légèrement. Le rebond de l'euro CHF depuis quelques semaines, qui est complètement marginal, je vous l'accorde. Je vous renvoie vers mon Fast and Forex que j'ai fait il y a 3 semaines sur ce sujet. C'est ça qui permet enfin aux 4-5 gros poids lourds du SMI, enfin d'arrêter d'être des couteaux qui tombent. Et donc, voilà, ça permet le dépassement de résistance sur le SMI. Alors, le Nikkei, attention, et les indices chinois. Bon, le Nikkei, il a dépassé récemment ses records historiques, je vous l'accorde. Je suis méfiant du Nikkei, car, alors déjà, voilà où nous sommes, et parce que la semaine dernière, des membres importants du comité de politique monétaire de la Banque du Japon ont rappelé que la première hausse de taux de la BOJ pourra avoir lieu là, ce printemps. Ça va être bearish pour les actions japonaises. Donc, attention, si on devait réintégrer ce niveau, sur le Nikkei, attention aux dégâts. Donc, à suivre. Moi, j'aurais tendance à, si vous en avez profité, à prendre des bénéfices. Par contre, les places boursières chinoises, eh bien, prenons d'abord Shanghai. Nous avons eu, suite à la divergence hebdo et à cette ligne pénétrante haussière, un beau rebond. Moi, je reste persuadé que c'était l'année du timing pour acheter la bourse de Chine. Vous avez un stimulus budgétaire et monétaire en forte croissance de la part des autorités chinoises. Et cela commence à produire ses effets. Je suis allé vous chercher les chiffres mis à jour la semaine dernière du commerce extérieur chinois et notamment d'un agrégat important à suivre, qui est le taux de croissance annuel des importations chinoises. On est en train de sortir la tête de l'eau. Donc, moi, je reste bullish. Je pense que cette année, il y aura un rattrapage relatif des marchés actions chinois vis-à-vis de Wall Street, tant sur le plan technique et aussi sur le plan de la valorisation. Autant Wall Street est survalorisé, autant les grandes actions chinoises, notamment le secteur de la tech, sont sous-valorisées. Vous avez un ETF qui joue les valeurs de la tech chinoise. Ça peut être une stratégie. Donc en hebdo, tant qu'on est au-dessus de ça, la cible c'est là. Sur Shenzhen, c'est pareil. On est en reprise, une sorte de structure en V. Donc voilà pour ce marché action chinois. Oh, c'est qui lui, dis donc? Il est moche son sourire. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, j'essaye un peu de tout passer en revue, en espérant que ça apporte des éléments intéressants. Gardez votre esprit critique, naturellement. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, mettez-moi aussi un petit pouce, histoire de m'inciter à m'améliorer.
Et puis, bon début de semaine. À très vite, salut.